Il est 11 heures passées de quelques minutes sur la pendule centrale du média de développement par excellence et par essence. Bienvenue, mesdames et messieurs, auditeurs et valeureux téléspectateurs de Kavi Média. Aujourd'hui encore, on se retrouve au bureau du prof pour aborder des questions liées à l'éducation, liées aux réalités de l'école de la République. Alors que vous soyez élève, enseignant ou tout simplement un passionné de l'éducation, sachez que cette émission elle est conçue pour vous, mesdames et messieurs. Et comme vous le savez, le bureau du prof, c'est cette émission éducative qui vous plonge tous azimuts dans les réalités de l'éducation guinéenne, pourquoi pas africaine, voire mondiale. Vous pouvez donc nous suivre via le canal 410 ou encore tout simplement sur la page du dit média ou nous suivre sur le 89.5. Et ce matin, comme tous les matins, seulement il y a un petit décalage. Voilà, le bureau du prof jusqu'en fin août passera du lundi au vendredi, mais uniquement de 11h à 12h. Alors, mon chroniqueur de tous les temps, Monsieur Cabinet, bonjour. Oui, bonjour Excellence. Tu as vu, je sais pas si tu t'es bien réveillé ce matin. Ben, j'ai passé la nuit entre Tercet et le kilomètre 5 à la suite d'une panne. Le micro s'il te plaît. À la suite d'une panne de moto. Oui. Donc quand on se réveille dans ces conditions, ce n'est pas facile, mais permettez-moi de saluer le Kakandé, le Bouramaya, le Habita, le Sombori, le Kania, le Kimambour et enfin le Moria. Vous savez, l'Abessani quand même, en disant que c'est une terre très accueillante. Nous saluons tous ceux qui nous suivent vraiment dans ces différentes contrées-là. Et bonjour en même temps à notre grand invité qui est suivi du côté de Gamal, du côté de Soumambossia, même du côté de Kankan. Bonjour à tous nos valeureux auditeurs et téléspectateurs. Bonjour encore une fois. Et il faut savoir que le café aussi nous suit. Voilà. Ah oui, nous sommes suivis du côté du café. Voilà, très bien, c'est pour dire que... Le café où tout est décrypté. Voilà. Très bien. Et on a comme invité aujourd'hui, nous prenons notre barque pour voguer et aller atterrir à Gamal, à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Et aujourd'hui, on a comme invité M. Fodé Bangali Keita. Il est le chef de département de génie civil, de la filière génie civil. Une filière qui est, comme son nom l'indique, faite pour les génies. Alors, bonjour M. Keita. Bonjour à vous, bonjour à tous. Et nous vous souhaitons la bienvenue au bureau du prof. Merci beaucoup. Alors, nous allons marquer une légère pause pour nous permettre de prendre une petite gorgée d'eau. On revient dans un instant. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. Direct, événement, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment. Bienvenue encore une fois, mesdames et messieurs, au bureau du prof, votre émission éducative qui vous aide à disséquer, à décrypter les questions, l'actualité éducative. Alors, comme vous le savez, chers chroniqueurs, mais je vais d'abord m'arroger le droit de dire bonjour à l'éternel retardataire. Voilà, monsieur Cheikh, on ne va pas te tolérer, chaque fois tu es en retard. Voilà, bonjour. Bonjour mon grand, c'est comment? Oui, ça va. J'espère que la pluie ne t'a pas malmené parce que ce pas matin, trop. Voilà,
pas trop. Je ne pouvais pas me donner le luxe de ne pas venir aujourd'hui, étant donné que sur le plateau, il y a une personne qui est là, qui m'a connu depuis que j'étais à Gamal. Ah, d'accord. Au moment où je faisais la 2e année de tronquement, il venait me donner des cours. D'accord. Au moment où Léonid Chabeka était là-bas, les Koulaga, etc. Oui, bonjour, M. Keta. Bonjour à vous. Parfait, parfait. Alors, chers chroniqueurs, vous savez, le bureau du prof, c'est aussi une émission qui est taillée avec des rubriques didactiques, des rubriques pédagogiques, des rubriques visant à instruire, à renforcer un peu le quotient grammatical, le quotient linguistique de nos auditeurs et téléspectateurs, quand bien même que nous n'avons pas la prétention d'avoir la science infuse. Nul n'est parfait, la perfection est un attribut du Tout-Puissant Allah. Alors aujourd'hui au menu, nous avons l'emploi du mot bienvenue. Là, il faut le préciser, c'est une question qui nous vient tout droit d'un téléspectateur. Quand est-ce qu'on met E à bienvenue? Quand est-ce qu'on ne met pas E? Comment l'employer correctement sans justement s'en mêler les pinceaux? Alors c'est très simple. Lorsque nous prenons le mot bienvenue, quand il est en début de phrase, on met E. Et très souvent, vous remarquez même au niveau de certaines institutions, sur le fronton de certaines institutions, il est estampillé bienvenue par exemple à Cavimedia. Alors en ce moment, bienvenue prend E. D'accord? Alors notre invité par exemple, lorsqu'il s'agit bien évidemment du souhait, je peux dire Monsieur Keta, nous vous souhaitons la bienvenue. Lorsque c'est le souhait qui est exprimé, bienvenue prend la marque du féminin, que ce soit un homme, que ce soit une femme, on dit là. Madame, nous vous souhaitons la bienvenue. Monsieur, nous vous souhaitons la bienvenue. C'est comme cela. Mais cependant, lorsque bienvenue est employé avec l'auxiliaire être, là c'est autre chose. Là qu'il faut changer en fonction de notre interlocuteur, en fonction de la personne à qui nous nous adressons. Je peux dire par exemple, Monsieur Cheikh, sois le bienvenu. Voilà, parce que merci. Là, c'est juste une simple illustration. Alors, voilà. Alors, je peux dire par exemple, Madame, sois la bienvenue ou soyez la bienvenue. D'accord? Là, c'est l'auxiliaire être. Soit, quand c'est par exemple, en tout cas un ami, mais une personne pour qui on a par exemple un respect, on peut dire soyez, on peut. Là, vous voyez. Donc, c'est la petite différence, mesdames et messieurs, quand c'est avec l'auxiliaire être, là, l'accord est possible. Mais quand c'est le souhait qui est exprimé ou que bienvenue est employé en début de phrase ou au niveau des frontons de certaines entreprises, alors en ce moment, il faut l'écrire avec E. Alors, il y a une autre problématique aussi, l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Il y a un auditeur qui a jugé utile qu'on revienne dessus parce que c'est un véritable casse-tête. Quand est-ce qu'il faut accorder? Quand je dis par exemple, les femmes se sont succédées à la tribune des Nations Unies. Femme étant sujet, on est tenté d'accorder le participe passé succédé en mettant E accent aigu, E muet S. Ce serait en ce moment une grosse bevue grammaticale. Voilà. Pourquoi? Parce que le verbe succéder fait recours à un complément d'objet indirect. On succède à quelqu'un, on ne succède pas à quelqu'un. Voyez-vous? Donc, lorsque c'est un COI, il n'y a pas d'accord, mesdames et messieurs. Alors, quand on dit par exemple, ils se sont filmés. Ils se sont filmés. Alors, on se pose la question, est-ce qu'on filme à quelqu'un ou bien on filme quelqu'un? Alors là, le verbe filmer fait recours à un complément d'objet direct. Alors, ils se sont filmés s'accorde. Et là, le COD, c'est ceux. Ils ont filmé qui? Ceux, eux-mêmes. Voilà, ils se sont filmés. Voyez-vous? Mais lorsque ça ne fait recours ni à un COD, ni à un COI, là aussi il y a accord. Quand on dit elles se sont moquées, on ne peut pas dire elles ont moqué quelqu'un, elles ont moqué à quelqu'un. Donc si les deux cas ne sont pas possibles, alors il y a accord. La dernière illustration, quand on dit par exemple elles se sont lavé les mains, comment on va écrire laver, le participe passé. On l'accorde pas parce que le COD main est postposé, c'est-à-dire il est placé après. Mais quand on dit elles se sont lavées,
ou bien les mains qu'elles se sont lavées en ce moment, le participe passé peut s'accorder. Mesdames et messieurs, et rapidement nous allons embrayer avec une figure de style, parce qu'on l'a dit, chaque fois que nous avons le bureau du prof, il faudrait que nous épluchions quelques procédés gracieux de la langue française, notamment les figures de style. Alors aujourd'hui, on va parler de la périphrase. C'est quoi la périphrase? En fait, c'est une expression que l'on peut utiliser à la place même d'un mot. Quand on dit par exemple la fleur de l'âge, la fleur de l'âge désigne quoi, cabinet? Évidemment jeune, la jeunesse. Donc la jeunesse, voyez-vous. Et quand on dit ville des Lumières, on veut désigner quoi? On veut désigner Paris. Donc c'est ce qu'on appelle la périphrase. Quand on dit les rivières du Sud, les rivières du Sud désignent quoi? La Guinée, on a vu ça en géographie, donc c'est ce qu'on appelle la périphrase. Mesdames et messieurs, j'ose espérer que vous avez pris bonne note et vous en ferez éventuellement bon usage. Alors on revient encore sur nos piédestaux pour ouvrir cette fois-ci la chemise des thèmes. Aujourd'hui, nous allons nous transporter à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Et nous avons comme invité le chef de département, M. Fodé Bangali Keita. Avec lui, nous allons aborder cette question parce que vous savez, le génie civil est une discipline qui regroupe l'ensemble des activités et des techniques permettant de concevoir, construire et maintenir des infrastructures essentielles à l'activité humaine. Cela inclut des ouvrages comme les ponts, tunnels, routes, barrages, bâtiments, canaux, pour ne citer que cela. Alors, on sait que le pays, comme on le dit, il est en refondation. Le pays est en chantier. Quelle refondation? Tu me laisses aller au bout de ma logique. Voilà, le pays il est en chantier, d'accord. C'est ton domaine qui intéresse plus d'un et c'est pourquoi nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Monsieur Keita. Monsieur Keita, rebonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est qui, Monsieur Keita, les auditeurs, les téléspectateurs ont envie de comprendre? Et moi, je suis, comme vous avez dit, Fodé Bangali Keita. Je suis enseignant-chercheur à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Je suis chargé des cours des ouvrages d'art. Le micro, s'il vous plaît. Je suis chargé des cours des ouvrages d'art. Je suis également le chef du département de génie civil. Mais avant tout cela, je suis ingénieur. Ingénieur génie civil, spécialisé en ponts et chaussées, ce que vous appelez communément travaux publics. C'est ça. D'accord. Voilà. Alors, c'est bien dit, Monsieur Keita, lorsque nous prenons la filière génie civil aujourd'hui, il y a certaines langues qui vont jusqu'à dire que c'est une filière qui n'est pas à la portée de tout le monde, puisque ce sont des génies qui y vont, ce sont des génies qui y sont orientés. Alors, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi réellement les véritables débouchés de cette filière? Bien sûr, je commencerai par dire que, parce que ce qu'il faut retenir, le génie civil constitue un pilier essentiel du développement socio-économique d'un pays. Parce que ça concerne le secteur de la construction, qu'il s'agisse des infrastructures routières, qu'il s'agisse des bâtiments publics ou privés, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, qu'il s'agisse de la construction des tunnels, des ponts, des barrages, qu'il s'agisse des ouvrages hydrauliques, des ouvrages, par exemple, d'adduction d'eau, des ouvrages de traitement des eaux, des ouvrages d'assainissement, et toute cette panoplie, c'est au sein du génie civil. Voilà. Donc, dans le secteur du génie civil, ceux qui s'y orientent, principalement, il y a une panoplie de débouchés. Je vais prendre d'abord dans le secteur public. Au sein du secteur public, vous avez les différents départements ministériels qui sont concernés par la construction, et le ministère des Travaux publics, vous avez le ministère de l'Habitat, vous avez au niveau de ces ministères certaines directions nationales, vous avez des agences par exemple spécialisées comme, si je prends l'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes,
Ensuite, vous avez aussi au niveau du ministère de l'Environnement, parce que le génie civil, ce n'est pas seulement la construction, mais c'est aussi la préservation de l'environnement. Il y a aussi dans le secteur privé, vous savez, il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui évoluent dans le secteur de la construction des routes, la construction des bâtiments, etc., etc. Donc, vous avez aussi des bureaux d'études qui ont comme activité principale la conception, le dimensionnement des ouvrages que nous construisons. Et au-delà de ça, pour les ingénieurs, ceux qui font le génie civil, ils peuvent faire carrière également dans le secteur académique, c'est-à-dire au niveau de l'enseignement, et surtout l'enseignement supérieur. Moi, par exemple, c'est ce qui m'a permis d'être à l'université Gamal Abdel Nasser. Sinon, à la base, je suis un ingénieur des ponts et chaussées. Mais on peut faire carrière dans l'enseignement, donc carrière académique. On peut également travailler dans le domaine de la recherche, comme ce que je suis en train de faire actuellement. C'est-à-dire, nous avons des matériaux locaux qu'on va chercher à valoriser. Et donc, je suis en train de travailler en synergie avec le laboratoire national des bâtiments et travaux publics pour valoriser certains de nos matériaux locaux, comme par exemple les poudres de granit, comme le sable de fleuve, qu'on puisse les utiliser dans la construction. Donc, c'est ce que j'appelle la recherche appliquée. Et notamment, comme je le disais, dans beaucoup de laboratoires pour faire des recherches afin d'obtenir des résultats qui puissent être utilisés dans le secteur de la construction. C'est très bien dit. Oui, monsieur Cheikh. Monsieur Keita, c'est avec beaucoup d'humilité que je m'adresse à vous. Quel est le profil d'étudiant que vous voulez en génie civil? Parce que, à ce que j'ai entendu, il paraît que ça fait 2 ou 3 ans que vous ne recevez pas assez d'étudiants. Bon, en termes de profil, ce seront ceux provenant principalement des sciences mathématiques, mais on prend aussi ceux qui viennent des sciences expérimentales, parce que ce sont eux qui ont fait des matières, des cours qui vont dans le sens du génie, dans le sens de la compréhension de la physique, dans le sens de la compréhension de la chimie pour le traitement des eaux, par exemple les eaux potables, les eaux usées, etc. C'est pourquoi c'est ceux qui font sciences mathématiques et sciences expérimentales. En dehors de ça, ceux qui font sciences sociales ne pourront pas se retrouver parce que les mathématiques, la physique, la chimie... En quelque sorte, qu'est-ce que je voulais dire? Quelles sont les matières sur lesquelles les enfants doivent briller au bac pour aller en génie civil? Pour aller en génie civil, il faut principalement briller en mathématiques et en physique. En mathématiques et en physique. Mais aussi en chimie. En chimie, voilà. Oui. Maintenant, ce que je voulais apporter, est-ce qu'il y a une corrélation entre vous et ceux du pré-universitaire par rapport à la sélection de ces étudiants? Car on constate souvent qu'il y a des élèves qui ont de très bonnes notes en maths, de très bonnes notes en physique, mais qui flanchent dans les matières littéraires et qui n'ont pas le bac. Donc, est-ce qu'il ne serait pas... C'est pas le moment de vous pencher un peu vers l'enseignement préuniversitaire, d'aller piocher en fonction de ces matières des enfants qui peuvent avoir 16, 15, 14 de moyenne dans ces 3 ou 4 matières et les donner un bac spécial? Non, cela n'est pas possible parce qu'il faut respecter le règlement des études dans le pays. Oui. Il y a le règlement des études. Ce que dit le règlement des études, il faut vraiment respecter cela. Et d'abord, pour que tu sois à l'université, pour que tu sois un étudiant, que tu sois de la science sociale, science expérimentale, le prérequis, la première des choses, tu dois avoir... 10 points. Non, tu dois avoir le bac. Si tu n'as pas le bac, tu ne peux pas accéder aux universités. Donc, c'est ceux qui accèdent, ceux qui ont le bac, que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation récupère et les oriente dans les différentes filières selon leur spécialité d'origine. Très bien. Moi, je vais embrayer avec... Et si vous m'excusez, parce qu'il a parlé de recrutement des étudiants, que ça fait 2 ou 3 ans, non, ça fait seulement une année, c'est l'année dernière seulement que les étudiants n'ont pas été orientés, pas seulement en génie civil, dans tout l'Institut Polytechnique, c'est-à-dire tous ceux qui sont concernés par l'ingénierie. Parce que dans l'ingénierie, il n'y a pas que le génie civil, il y a le génie électrique, il y a le génie, voilà, etc. Voilà. Ok, moi je vais embrayer avec une autre question, monsieur Keita.
Connaissant, maîtrisant très bien ce domaine, étant d'ailleurs le chef de département et aussi enseignant-chercheur, quels sont, parce que on scanne un peu partout le niveau de l'élève guinéen, il est ceci, le niveau de l'étudiant guinéen, il est très déliquescent. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'enseignement de cette filière? Est-ce que parfois vous avez du mal à faire passer réellement, à faire comprendre aux étudiants de quoi est-ce qu'il s'agit? Bon, on n'a pas de difficulté à faire comprendre aux étudiants de quoi il s'agit, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau du génie civil, ce sont des matières qui concernent les matériaux de construction, la résistance des matériaux, etc. etc. Donc, il faut qu'il y ait des enseignants compétents. Des enseignants compétents et qui sont spécialisés. Et ce qu'il faut reconnaître, chez nous, il y a un déficit dans ce sens. Ça, c'est clair. Il y a un déficit. Parce que si vous prenez, même si vous prenez toutes les matières, et on vous dit il y a un enseignant dans chaque matière, je considère cela comme un déficit. Parce que ça veut dire que si lui, sa carrière s'arrête aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un d'autre pour le remplacer. Pour le remplacer. Donc ça, c'est un problème. Deuxième problème, on a le complexe chez nous. C'est qu'il faut reconnaître, le Guinéen a beaucoup de complexes. Ça, c'est vrai. Nous pensons que ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils ne sont pas compétents. Ils ne connaissent pas. C'est une grosse erreur. Parce que les autres, en dehors de la Guinée, reconnaissent nos valeurs. Ici, nous avons reçu des étudiants étrangers, des Béninois, des Gabonais, des Tchadiens en grand nombre, des Nigériens, qui sont venus ici étudier en institut polytechnique, principalement en génie civil. Qu'est-ce que ça veut dire? Que s'ils quittent chez eux pour venir étudier chez nous, c'est qu'ils trouvent quelque chose d'utile chez nous ici. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a un problème de communication au niveau même du service public, entre les départements ministériels et les universités. Parce qu'on dit, bon, ceux qui sortent d'ici ne sont pas compétents, etc., etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un est étudiant, tu es à l'université, tu acquiers des connaissances. Connaissances et compétences, c'est différent. C'est deux choses différentes. La compétence s'acquiert par des formations professionnelles. Ça s'acquiert par l'application sur le terrain. Donc quelqu'un ne peut pas sortir de l'université tout de suite. Et vous voulez qu'il soit compétent. Vous voulez qu'il ait une connaissance ou une compétence équivalente à quelqu'un qui a fait 15 ans, 20 ans dans le domaine. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Donc cela n'est pas possible. Mais ce qui est clair, toutes les entreprises étrangères qui viennent chez nous, ils recrutent ici. Bien sûr. Ceux qui travaillent, ce sont des Guinéens. Qui travaillent, ce sont des Guinéens qui pilotent dans ces boîtes. Vous avez seulement au sommet des étrangers qui sont là, qui s'occupent de la planification et de l'organisation. Mais ça veut dire qu'on est compétent. Mais ce qu'il faut savoir derrière, on doit essayer d'adapter nos programmes de formation pour donner aux étudiants, pour donner à nos ingénieurs des capacités, des compétences leur permettant de faire une meilleure planification des projets, de faire une meilleure organisation des chantiers. Parce qu'à la base, c'est ce qui manque un peu. Mais en dehors de ça, on ne peut pas me dire que un étudiant sorti d'une université guinéenne ne peut pas exercer sur le terrain, ne peut pas conduire les travaux. Ce n'est pas possible. D'accord, c'est très bien dit. Oui, monsieur le cabinet, une question. Alors, j'ai plusieurs questions pour monsieur le chef de département. Mais d'abord, monsieur le chef de département, nous avons ici l'école des arts et métiers, l'école nationale des arts et métiers qu'on appelle ENAM, qui se trouve à Koléa. Et il se trouve qu'à Koléa, dans cette école, il y a en fait un département aussi dédié, disons, aux bâtiments et travaux publics. Quelles sont les relations que vous entretenez avec l'ENAM? Ça, c'est ma toute première question. Deuxième question, c'est au niveau de la qualité. Vous avez reconnu évidemment que vous considérez évidemment qu'il y a un déficit en matière d'enseignants. Mais est-ce qu'il y a suffisamment d'enseignants de qualité et est-ce qu'ils suivent régulièrement, disons, des formations pouvant leur mettre à jour? Et ça, je veux toucher... disons, en fait, le côté magistral, les anciens magistrats, du rang magistral, est-ce que vous en avez suffisamment aujourd'hui au sein de votre département? D'accord.
Donc je vais commencer par votre première question, la relation entre notre département et l'école NELAMEL, l'école nationale des arts et métiers. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une passerelle qui permet simplement que les étudiants qui se font remarquer au niveau de l'ENAM, surtout à l'issue des examens de sortie, les 3 ou 5 premiers, je crois, qui sont récupérés chaque année et poursuivent leur cursus au niveau du département de génie civil, au fait, au niveau de l'université en général. Mais en dehors de ça, il n'y a pas une coopération étroite entre l'ENAM et le département de génie civil. C'est ce que j'ai déploré tout à l'heure. Ce n'est pas seulement l'ENAM. Prenons le ministère des Travaux publics. Prenons le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Il n'y a pas une coopération entre les institutions publiques et les structures de formation à la base. Or, aujourd'hui, si nous voulons donner de la compétence à nos étudiants, nous voulons mieux leur former, il faut essayer d'adopter une pédagogie active basée sur l'apprentissage par projet. Il faut les mettre sur des chantiers écoles. Mais s'il n'y a pas cette coopération, ça va être difficile. Mais est-ce que vous le sollicitez, monsieur le chef de département? Moi, je prends par exemple mon cas au niveau du département de génie civil. J'ai écrit 2 fois au ministère des Travaux publics. J'ai écrit 2 fois au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucune réponse. On démarche pour qu'on puisse établir cette relation. Je me rappelle qu'une seule fois, il y a un ministre qui est passé, je crois que ça devrait être vers 2007-2008, où j'avais adressé un courrier à l'époque où j'étais chef de chaire de pont et chaussée. Je lui avais adressé un courrier pour permettre, pour qu'il puisse prendre nos étudiants et leur accorder des stages. C'est le seul ministre qui m'a dit, à l'époque, ce n'est pas vous qui devez venir vers nous. Au contraire, c'est nous qui devons aller vers vous. Ce que je vous demande, c'est qu'à la fin de chaque année, transmettez-moi la liste complète de vos étudiants et je me charge de les répartir entre les différentes entreprises. Mais en dehors de lui, jusqu'à présent, même cette année, j'ai adressé un courrier au ministère des Travaux publics pour mettre en place un partenariat entre le département de génie civil et le ministère des infrastructures et des travaux publics pour permettre une insertion facile des étudiants, pour leur permettre de faire des stages. Mais je n'ai pas obtenu gain de cause jusqu'à présent. J'ai écrit à la Géroute, je n'ai pas eu de retour. C'est ce que je déplore. C'est ce que je déplore. Il faut que les structures publiques, les structures de l'État collaborent avec les universités. Si nous avons tous le même souci, donner à nos jeunes, de donner à nos étudiants, de donner à nos enfants une meilleure formation, une formation de qualité, ça doit être une conjugaison de tous les efforts. Ce n'est pas seulement au sein de l'université. Sinon, nous, on va donner la théorie, mais la pratique sur le terrain, ils n'auront jamais la main. Et s'agissant des enseignants de rang magistral, qu'en dites-vous? Bon, s'agissant des enseignants de rang magistral, il y en a beaucoup. Mais on est aussi un peu en manque parce qu'il y a des matières clés, par exemple, pour lesquelles il y a des enseignants qui manquent. Si je prends au niveau de mon département, je n'ai pas d'enseignants en aérodrome, par exemple. Je n'ai pas d'enseignants typiquement spécialisés en pathologie ou en tunnel. Donc, ce sont des cours où parfois je suis obligé moi-même de les dispenser, alors qu'en réalité, ce n'est pas moi qui devrais le faire. Donc, on est à la recherche, mais est-ce que là, M. Keita, vous ne pensez pas que ce sont aussi des filières qui doivent être inscrites dans le cadre de l'innovation pour qu'elles existent dans les universités et orienter les futurs bacheliers pour combler le gap qui est là, le déficit qui est là? Je ne comprends pas bien la question. En fait, vous dites qu'il y a un manque qui est là. Par exemple, la matière que vous venez d'évoquer, tunnel et autres, là. Maintenant, pour combler le vide qui est là, est-ce que ce n'est pas évident aujourd'hui d'orienter beaucoup plus de bacheliers vers cette filière-là où on étudie de façon... Oui, justement. Vous voulez qu'on fasse extraction? Voilà, effectivement. C'est comme on peut, quand on prend la philosophie, voyez-vous, on peut, c'est étudier. Est-ce que c'est possible cela? Oui, vous savez, il y a une politique qui est mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur qui vise à donner
des formations de qualité aux enseignants d'abord, Oui. où on parle de formation des formateurs. Tout à fait. Et sur ça, il y a 5000 masters disponibles et 1000 PhD. PhD, oui. Donc les enseignants se sont inscrits Oui. dans cette démarche. Mais ce qu'il faut retenir, quand on commence la formation, ce n'est pas tout de suite qu'on l'a fini. Donc il y a des enseignants qui sont partis parce qu'ils sont en formation. C'est ça. Mais sinon, il n'y a pas véritablement, quand je dis qu'il y a un manque, au fait, ce que je voulais dire, lorsqu'il n'y a qu'un seul enseignant pour une matière donnée, là, c'est considéré comme si c'est un déficit. Oui, ça c'est clair. C'est ça. Très bien. Oui, Monsieur allez-y, le monsieur département, Kabila. aujourd'hui, quelles sont les recommandations de l'ANAC à l'endroit, disons, du département de génie civil, et est-ce que vous avez les moyens de les mettre en œuvre? Oui, bien sûr. Bon, l'ANAC, c'est l'autorité nationale d'assurance qualité qui, depuis un certain moment, est très active sur le terrain pour qualifier mieux nos programmes. Oui. Donc, les programmes sont soumis à des auto-évaluations et à des évaluations externes pour mieux contrôler, mieux avoir les yeux sur ces programmes-là pour voir est-ce que ces programmes fonctionnent correctement. Est-ce que ces programmes respectent les standards nationaux? Est-ce que ces programmes respectent les standards internationaux? Quand je reviens pour le cas du département de génie civil, le département de génie civil a passé avec succès le test avec l'autorité nationale d'assurance qualité. Le programme a été accrédité pour 5 ans. Parce que le département de génie civil, ce qu'il faut reconnaître, il y a tout en place. Nous avons des laboratoires, nous avons des enseignants. Et là où il n'y a pas d'enseignants titulaires, il y a quand même des extramuros, des vacataires qui viennent nous appuyer. Donc cela a permis que nous puissions dérouler correctement nos programmes de formation sans connaître d'interruption. C'est bien. Oui, Monsieur le chef de département, je ne connais pas la portée juridique de ce que je vais vous demander, mais est-ce que juridiquement il est possible que, en tant que chef de département, que vous preniez vos étudiants et que vous créez une sorte d'entreprise pour avoir des contrats afin de mettre vos étudiants sur le terrain? Juridiquement, est-ce que c'est possible? Bon, juridiquement, il n'est pas juriste. Non, il doit. Juridiquement, non, parce que ce qu'il est en train de dire, c'est comment faire une sorte d'entreprise. Or, pour fonctionner en entreprise, il faut avoir un agrément. Et nous sommes une structure de formation et de recherche. Nous ne sommes pas une structure de formation externe, mais nous collaborons avec les entreprises. Par exemple, je suis enseignant, mais j'évolue aussi en entrepreneuriat. Donc, il y a beaucoup de mes étudiants qui font le stage avec moi, que j'aide avec mes relations à les placer dans des entreprises. Et, par exemple, cette année, j'ai eu à placer à travers d'abord la direction nationale de la voirie urbaine, j'ai eu à placer 15 étudiants en stage. L'année passée, on a pu placer 16 étudiants en stage. Et personnellement, moi, j'ai pu placer environ 22 ou 23 étudiants en stage avec mes relations avec les différentes entreprises. Je profite de l'occasion pour saluer le jeune directeur des voiries urbaines, Abdelaziz Diallo, qui fait beaucoup pour le système éducatif et en matière d'avancer par rapport à ces travaux. C'est quelqu'un qui a été toujours disponible. En tout cas, chaque fois qu'on a eu des sollicitations envers cette direction, on a été satisfait. Très bien. Alors, Monsieur Keita, avant d'en venir à votre question, moi j'ai cette petite question à placer d'abord. Monsieur Keita, quelles sont aujourd'hui les innovations? Parce que quand même, il est normal d'innover. Quelles sont les innovations au niveau de votre département concernant cette filière aujourd'hui? Par exemple, au niveau de notre département, quand il parle d'innovation, on a réussi d'abord à mettre en place le master qui n'existait pas avant. Depuis la création de cette université en 1962, jusqu'en 2022, il n'y avait pas un programme de master au niveau du département de génie civil. On a pu mettre ça en place. Le programme de doctorat également, on a pu le mettre en place. Si je prends le master, par exemple, actuellement, nous avons un effectif d'environ 56 étudiants au niveau de master pour les deux niveaux, ceux qui ont comme la première porte et la deuxième porte. Et nous sommes également en phase
de recrutement actuellement pour la troisième cohorte. En ce qui concerne le programme de doctorat, on a pu aussi mettre ce programme en place. Et aujourd'hui, nous avons 6 doctorants. 6 doctorants à notre niveau. Donc ça c'est ensuite. Et on a aussi pu quand même créer des partenariats avec certaines entreprises. Et tout récemment, on a signé une convention de partenariat entre l'université et le laboratoire national des bâtiments et travaux publics à travers le département de génie civil. Nous avons également réussi à faire une convention avec le laboratoire national de géologie, une convention avec l'entreprise qu'on appelle GPC. Et nous avons déjà aussi rédigé un courrier à l'intention de Gecopress, de Guiter, certaines entreprises de la place pour renforcer le partenariat public-privé. Vous avez eu des répondants? Bon, pour le moment, non. Mais nous espérons que de ce côté, on continuera à pousser pour qu'on puisse vraiment mettre en place ce partenariat parce que ce serait très bénéfique pour nous, tout à fait. Pour nos étudiants. En termes d'innovation, toujours, il y a des nouveaux petits équipements que le département lui-même est en train de pu avoir afin de lier la théorie à la pratique, par exemple en Le micro, s'il vous plaît. Oui. Par exemple, en matière d'acoustique au niveau des bâtiments, c'est-à-dire propagation des sons, en matière de thermique, vous savez, la plupart des bâtiments chez nous, il fait chaud, il fait chaud dedans, mais on doit pouvoir construire pour que de façon naturelle, on n'ait pas chaud. Parce qu'on est beaucoup plus appelé à vivre à l'intérieur de notre bâtiment qu'à l'extérieur. Alors si on ne peut pas rester à l'intérieur, ça ne peut donc. Actuellement, nous sommes dans cette phase où on a déjà pu avoir quelques équipements qui peuvent nous permettre d'appuyer nos programmes de formation dans ce sens. En termes d'innovation, actuellement, également, on a pu introduire dans nos programmes de formation le numérique. Parce que dans les programmes de formation, avant, ça n'existait pas. Mais maintenant, on a pu, par exemple, les logiciels spécialisés au niveau du département de génie civil pour les ingénieurs, on a pu insérer ces logiciels en termes d'AutoCAD, en termes de conception des structures, en termes de dimensionnement des structures. Donc, c'est officiellement ces outils numériques sont déjà insérés dans le programme. Très bien. Oh, c'est très bien dit, c'est accrocheur. Alors, vous êtes au bureau du prof et vous le savez, l'émission, elle est interactive. À présent, nous allons devoir libérer la ligne. Vous pouvez appeler sur le numéro du standard, le 629 95 67 2 fois. Le 629 95 67 2 fois pour votre touche contributive dans cette émission ou tout simplement poser des questions à l'endroit de notre invité, Monsieur Keita. Oui, Monsieur Cabinet. Voilà, Monsieur Keita est un universitaire vraiment chevronné que je prends du plaisir à écouter. Donc, moi, je souhaite avoir son avis sur pas mal de questions. D'abord, la première des choses, nous sommes en saison pluvieuse. Nous voyons que la plupart de nos ouvrages sont submergés par les eaux. Et pour exemple, je cite le lac de Symphonia qui déborde, disons... Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Écoutez, c'est monsieur Moustapha, je vous appelle de Simon Bostia. Alors, monsieur Moustapha, nous vous écoutons. Écoutez, je veux adresser aujourd'hui un bonjour particulier à monsieur Fode Bangal Keita. D'accord. Chef de département de génie civil à Gamal, parce que vous savez, notre pays est un immense chantier actuellement en transformation, plus que jamais. Donc, il a besoin d'un fort de son statut, d'allier vision, compétence et rigueur. Donc, ses performances remarquables en matière de construction et réalisation concrète témoignent non seulement de son savoir-faire, mais aussi de son attachement profond au progrès et au bien-être collectif. Donc, je voudrais attirer l'attention des autres compétentes. Je sais que le président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, vous suit à l'instant T. Il en prenne bonne note de ses interventions vraiment éloquentes ce matin. Je vous remercie et bonjour pour vous. Merci.
Merci beaucoup. Passez une excellente journée, Monsieur Toukara. Vous pouvez aussi appeler le 629 95 67 deux fois, le 629 95 67 deux fois pour participer à cette émission. Oui, Monsieur. Voilà, nous voyons par exemple le lac de Somfonia qui déborde et l'ouvrage qui est là est souvent submergé. Je prends aussi le point qui se trouve au niveau de Fossidé. Donc je veux avoir l'avis de Monsieur le chef de département scientifique qu'il est sur cette problématique. Et deuxième cas, c'est le cas de nos routes nationales. Souvent, bien sûr, parce que ici, quand on fait les routes, on se pose toujours la question de savoir pourquoi est-ce que ça ne dure pas. Pour preuve, hier, moi, j'en ai été victime, donc je veux avoir l'avis de monsieur le chef de département là-dessus. D'accord, merci, monsieur Cabinet. Et pour votre première question concernant les ouvrages qui sont inondés, il ne faut pas seulement en vouloir à la Guinée. Il y a des inondations partout, même dans les pays les plus développés. Ça, c'est clair. Prenez les États-Unis. Il y a 2 ou 3 jours qui ont été victimes d'une inondation. La Chine également sans précédent. Donc également chez nous, il peut y avoir des inondations. Mais on doit être capable de concevoir nos infrastructures pour les adapter au changement climatique. C'est-à-dire la conception doit évoluer en fonction de l'effet, n'est-ce pas, en fonction du changement climatique. Ils doivent résister aux inondations, à l'érosion, etc. Alors, donc, il y a un nouvel auditeur, M. Kita. Ok, d'accord, on y va. Donc, c'est ça. Seulement, il faut prendre conscience que si les ouvrages qui ont été dimensionnés avant, en prenant en compte certains éléments naturels, aujourd'hui ça a changé. Donc il faut avoir maintenant à l'esprit ce qu'on appelle des constructions durables. C'est-à-dire qu'il faut vraiment concevoir nos ouvrages de manière à ce qu'ils puissent répondre aux objectifs du développement durable. Qu'on puisse les utiliser aujourd'hui, mais qu'ils puissent résister à l'effet du temps dans le futur également. Mais même ce qui est aujourd'hui, le problème est existant et à chaque année c'est la même chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez par exemple pour qu'on change la donne? Je n'ai pas encore fini. Il y a nos ouvrages parfois qui sont sous-dimensionnés. Ce qu'il faut reconnaître. Les ouvrages sont sous-dimensionnés. Parfois même, il n'y a pas de données qui permettent d'aller au dimensionnement de ces ouvrages. Donc, certains sont pris de façon aléatoire ou certains sont pris de façon comparative. Ça a été fait par ici, on va le reproduire par là. Alors qu'en réalité, chaque terrain est spécifique, chaque terrain est particulier. Donc, il faut faire des études sérieuses. Et ces études sérieuses, ce n'est pas seulement pour une année. Il faut collecter des données pour plusieurs années pour qu'on puisse avoir des ouvrages que l'on va dimensionner en prenant au moins une probabilité de 1%. C'est-à-dire que, je me dis, pour une période de 100 ans, même s'il y a inondation, cet ouvrage doit être capable de contenir ces inondations. Vous comprenez? Ça doit être capable de contenir ces inondations. Ou si ça doit déborder, ça ne doit pas être plus d'une fois pour 100 ans. Donc, lorsqu'on fait le dimensionnement des ouvrages hydrauliques, on se base sur cette théorie. Mais quand vous prenez nos routes, ce qu'il faut reconnaître, et parfois moi-même je me pose des questions, comment on réfléchit? Comment on fait la conception? Comment on fait le dimensionnement? Aujourd'hui, on est en train de construire beaucoup de routes par-ci, par-là. D'accord, c'est bon. Mais ces routes qui sont construites, en moins d'1 an, vous voyez des nids de poules, vous voyez des affaissements au niveau de ces routes. Qu'est-ce qui est à la base? Pour construire un ouvrage, il faut prendre en compte les matériaux que l'on utilise, la formulation de ces matériaux-là. Est-ce qu'ils ont fait une vérification de cette formulation? Est-ce que ces ouvrages, est-ce que ces matériaux-là ont été soumis à des tests? Est-ce que ça a été vérifié au laboratoire? Parce qu'en réalité, il y a une démarche qualité qu'il faut suivre. Il y a une démarche qualité. On ne construit pas au hasard. Avant même, si on doit couler un béton, avant même de couler le béton, la formulation, elle est vérifiée à l'avance. Des éprouvettes sont fabriquées et ces éprouvettes sont soumises, je voulais dire, aux tests avant que ça ne soit approuvé. Allô? Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Ousmane Touma, je vous appelle de Dubrika. Ah d'accord, nous vous écoutons, notre ami de Djoumaya. Je salue monsieur Keita avec une excellente explication qu'il vient de concernant son département. Allô? Oui, vous écoutons, allez-y. Donc, en ce qui concerne la compétence,
il faudrait que nous disons à nos audités que les étudiants qui sortent ne peuvent pas avoir la compétence à 2 ans. Ça, tu la fac, la même année, il y a des appels d'offres. On dit 2 ans, 3 ans. Comment que tu peux avoir du travail comme ça? Alors que dans nos 17 universités de la Guinée, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent. Moi qui vous parle, j'ai fait la sociologie à Kindia. Donc on avait des amis comoriens. Comparativement à ceux de la Guinée, on était au-dessus de ces gens. C'était des boursiers qui viennent de la pays apprendre. Donc c'est une façon de prendre au sérieux les études qui sont dans nos différentes universités, de les encadrer. Je ne vais pas terminer sans pour autant saluer tous les enseignants qui évoluent dans toutes les universités de la Guinée, de continuer à former encore, parce que le développement d'une nation passe par la formation. Tout à fait. Et je vous souhaite... Merci. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Vous pouvez aussi appeler le 629 95 67 2 fois pour participer à l'émission. Le 629 95 67 2 fois. Oui, donc, monsieur Keita. Pour terminer avec nos ouvrages, c'est que ce qu'il faut retenir, les ouvrages que l'on construit, ces ouvrages sont soumis à des sollicitations. Sont soumis aux effets, à la température, à la pluie, donc aux sollicitations des véhicules, des camions, etc., etc. Donc, pour faire le dimensionnement, on prend les effets les plus extrêmes des causes. Et si on prend les effets les plus extrêmes, il y a peu de chances que ces ouvrages soient détruits rapidement. Mais vous voyez, chez nous, les ouvrages sont beaucoup plus détruits en saison pluvieuse qu'en saison sèche. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les ingénieurs savent, ils ont une assertion pour dire que l'eau est l'ennemi numéro 1 des ouvrages de génie civil. Donc ça veut dire que il faut vraiment prendre en compte cet aspect dans le dimensionnement. Dès que l'eau pénètre dans le corps de la chaussée, par exemple, ça crée une altération à l'intérieur. On a un nouvel auditeur, monsieur Keita. Les auditeurs sont loin. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment? Vous vous appelez d'où? Allô? Allô? Bon, il est parti. Oui, monsieur Keita, allons-y. L'ennemi des ouvrages en génie civil, c'est l'eau. C'est l'eau, l'ennemi numéro 1. Avant même de parler des chars, des camions qui passent sur ces routes. Donc, ce sont des choses qui doivent être prises en compte. C'est-à-dire qu'on a une mauvaise maîtrise. On n'a pas une bonne maîtrise des phénomènes climatiques dans notre pays. Donc, et cela doit être vraiment pris en compte. Et on doit au moins essayer chez nous d'élaborer des normes de conception, des normes d'exécution de ces ouvrages-là, propres à la Guinée. Aujourd'hui, la Guinée n'a pas de normes. On se réfère à la norme française. On n'a pas de normes. Mais on ne peut pas me dire qu'on forme des ingénieurs en Guinée depuis 1962. Que l'université Gamal Abdel Nasser a été construite depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, qu'on n'a pas d'ingénieurs. On ne peut pas regrouper des ingénieurs capables de concevoir des normes pour la Guinée. Ça doit se faire. Parce que nous n'avons pas forcément les mêmes climats, nous n'avons pas forcément les mêmes conditions d'exploitation que les autres pays. Même au sein de la Guinée seule. Vous voyez que le sol en Basse-Guinée n'est pas le même en Guinée forestière. Donc ça veut dire que même à l'intérieur du pays, on doit avoir des normes pour les différentes zones. Les autres sont en train de faire chez eux. Les Tunisiens, ils l'ont fait. Les Algériens, ils ont fait. Mais pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Maintenant, monsieur Keita, qu'est-ce que vous préconisez comme solution pour que tous ces ingrédients-là soient réunis afin de réaliser des ouvrages qui peuvent vraiment s'inscrire dans le long terme quand même? La solution doit venir des autorités publiques. Mais vous devez aussi faire des propositions. Non, on peut faire des propositions, mais les propositions, c'est si on est écouté. Oui, ça c'est... Mais vous savez, il y a un problème. Je ne voulais pas trop rentrer dedans. Quand vous partez dans la plupart des ministères qui sont en charge de la construction, faites une enquête. Oui, un nouvel auditeur, monsieur Keita. Allô? Ok. Oui, allez-y, monsieur Keita. Je disais que si vous partez dans nos ministères qui sont en charge du secteur de la construction, et faites une enquête et regardez, il y a combien d'ingénieurs qui sont là? Combien d'ingénieurs? D'accord. Surtout parmi les décideurs.
Combien d'ingénieurs sont là? Donc vous voyez, c'est très difficile. C'est très difficile parce que lorsque quelqu'un n'est pas du domaine, il y a des propositions qu'il ne prend pas en compte parce que lui, il sous-estime. Très bien, c'est très bien dit. Moi, on ne va pas passer cette question sous silence. C'est ce vaste projet qu'on appelle Simandou 2040. Alors, quel est l'apport? Le programme ou le projet? Il ne faut pas nous amener dans le débat de projet, de programme. C'est beaucoup plus projet. Voilà. Non, je lui demande, il parle de Simandou, je lui demande le programme ou le projet? Attends, faut pas t'appeler les pinceaux. Non, mais je ne même pas les pinceaux, justement. Voilà, là on est en train de parler de projet, monsieur Keita. D'accord, très bien. Alors, on parle un peu partout de ce projet. Et quels sont les véritables apports de la filière génie civil pour la réalisation de ce projet-là? Pour la réalisation de ce projet, je pense que le génie civil constitue un grand pilier parce que la plupart des infrastructures qui sont construites et qui sont en train d'être construites sont en majorité du génie civil. En réalité, donc le génie civil fait un grand apport dans ce sens. Et vous voyez, comme je vous disais au début, la plupart, ce sont des ingénieurs formés en Guinée qui sont recrutés. Il y a beaucoup de mes étudiants, des anciens étudiants, qui travaillent dans ce projet. Il y en a même qui avaient commencé les cours de master, mais à cause de ces projets-là, ils n'ont pas pu rester. Ils sont dans ce projet, donc ils se disent après ils viendront pour compléter leur formation, leur parcours en master. Ça c'est très bien dit. Donc au niveau de ce programme toujours, bien que je ne suis pas beaucoup imprégné, mais au niveau du système éducatif, surtout l'enseignement supérieur, il y a le ministre qui a lancé tout récemment à Dalaba Simandou Academy. Donc nous attendons aussi peut-être que ça arrive au niveau de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry pour qu'on puisse mieux s'imprégner du contenu, n'est-ce pas, de Simandou Academy. C'est très bien dit parce que ça fait quand même très mal qu'on importe des cadres pour venir travailler sur ce projet. Moi j'ai peut-être une dernière question pour nous. Oui, allez-y. Parce que la loi portant protection du patrimoine routier en Guinée, très bref. Recommande fortement que les camions, par exemple, les gros porteurs, qu'on fasse une mesure de leur gabarit. Alors, quel peut être, disons, les bienfaits du PGE de l'essieu pour nos routes? Mais ça permet de protéger, comme vous l'avez dit, ça permet de protéger les routes parce que lorsque vous dépassez les charges, je vous ai parlé de dimensionnement. Vous voyez que je parle beaucoup de dimensionnement. Parce que les différentes couches de la structure de la chaussée sont choisies en fonction des essieux ou des charges les plus extrêmes. Alors lorsque les camions sont chargés, les véhicules sont chargés pour dépasser cette charge-là, ça peut provoquer un affaissement de... Très bien dit, ça peut provoquer un affaissement. Alors la toute dernière question, M. Keita, quel est l'appel aujourd'hui que vous avez à lancer? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 18, voilà, rapidement pour l'orientation des bacheliers vers cette option. En 1 minute, s'il vous plaît, il est l'heure. En tout cas, c'est une option qui est ouverte et selon la répartition que le ministère a faite, nous devons recevoir 50 étudiants chez nous. Et donc, nous encourageons, nous demandons aux étudiants les plus méritants, surtout ceux qui ont fait des branches sciences maths, sciences expérimentales, de choisir le département de génie civil. Mais ce n'est pas venir pour venir parce que là, vous passez des nuits blanches. Merci beaucoup, c'est très bien dit. Vous y passerez des nuits blanches. Alors, ça a été un réel plaisir de vous servir aujourd'hui encore au compte de ce numéro. On se retrouve demain à la même heure, c'est-à-dire à partir de 11h avec une autre invitée cette fois-ci, Hadia Aïchaba, ancienne ministre de l'Éducation. Côté technique, j'ai été accompagné par M. Wamouno et toute son équipe. Merci, M. Keita, et ça a été un plaisir. Au revoir.